Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je suis avec Étienne, professionnel de la qualité des sextoys. Il va nous parler du parcours obligatoire en France pour que les marques de sextoys puissent être commercialisées. Ces dernières années, la vente des sextoys de plaisir ont explosé et je me suis dit qu'il était intéressant de mettre en avant cette étape cruciale qui mène d'une certaine manière au plaisir. Entre le partage d'expériences des plus grandes marques de sextoys et quelques anecdotes cocasses dans la régulation des sextoys, je vous souhaite une bonne écoute. Étienne, petit podcast à l'improviste. Tu as des choses très intéressantes à nous partager et donc pour que nos auditeuristes puissent te connaître un peu mieux, peux-tu te présenter avant que l'on rentre dans le vif du sujet ? Alors, moi c'est Étienne Hubert, j'ai 34 ans, je suis un amoureux de la vie et également travaille à l'AFNOR en tant que chef de projet. Oui, mais chef de projet avec une petite particularité. Qui est chef de projet sur le secteur des biens de consommation, sport et loisirs, et particulièrement dans les biens de consommation avec le domaine des sextoys. Justement, donc on va parler un petit peu de ce que tu fais dans le domaine des sextoys, et tu m'expliquais en privé, on ne parle pas dans ton domaine de sextoys à proprement dit, parce que c'est un anglicisme. Comment on appelle ça et pourquoi ? On appelle ça effectivement pas sextoys pour la version française, mais on appelle ça article de divertissement sexuel pour adultes. Parce qu'en fait, il s'avère que les sextoys, c'est donc la version anglaise, et dans la normalisation française, donc les codes de la normalisation, donc la normalisation arrive après la réglementation, il y a une commission qui ne voulait pas qu'on intègre le sextoys, donc version française, jouets sexuels, à leur commission. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça article de divertissement sexuel pour adultes. Pourquoi pas jouets sexuels ? Quel est le problème avec ce terme ? Mais jouets, donc c'est des commissions de normalisation françaises qui font des jouets pour enfants, donc ils voulaient pas justement développer des jouets sexuels. Ça, c'était un peu mal vu, donc ils ont plutôt trouvé comme terme article de divertissement sexuel. Donc il y a eu des longues heures pour réussir à trouver ce terme-là, mais au final on a réussi à trouver un consensus entre la commission de normalisation des jouets pour enfants et la commission de normalisation pour les jouets sexuels. Pour adultes. Pour adultes. Ou article de divertissement sexuel. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier, ce que tu fais, et nous définir aussi ce qu'est une norme ? Alors, une norme, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait souvent peur aux gens. Mais au final, c'est assez simple quand on comprend 2-3 choses. Donc, premièrement, la norme arrive après la réglementation française. Donc, il faut savoir qu'en premier lieu, au niveau du droit, il y a la réglementation française. En second lieu, il y a la norme. Donc, le problème est que des fois, il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché et que ces nouveaux produits-là ne sont pas régis par la réglementation française. D'où l'importance ensuite de faire des normes. Par exemple, là il y a des nouveaux sports qui arrivent sur le marché, et ces nouveaux sports-là, le ministère chargé des sports nous dit que ce serait bien de faire une norme parce que nous, notre réglementation prend un certain temps à se développer, donc une norme peut remplacer de la réglementation dans ce cas-là. Par rapport aux objets sexuels, une norme c'est quelque chose qui va permettre de calibrer un petit peu, sans jeu de mots, les sextoys, mais aussi de protéger le consommateur. Donc vraiment, l'utilité de la norme, c'est à la fois de développer un marché, mais aussi de protéger le consommateur en donnant un gage de qualité. Tu m'expliquais qu'il y a quelque temps, les sextoys n'étaient pas normés, c'est-à-dire que l'on pouvait acheter un sextoy qui possiblement pouvait être dangereux pour nous, de par les produits chimiques qu'il pouvait y avoir, ou même la forme, j'en sais rien. Depuis quand les objets sexuels sont normés ? Tu peux nous expliquer un petit peu le processus de normalisation ?
Donc effectivement, avant, il y avait pas de normes sur les sextoys. Donc, ce qui faisait qu'on pouvait arriver avec un sextoy qui n'était pas aux normes. Donc, Monsieur X ou Monsieur Y pouvait fabriquer son sextoy avec n'importe quel silicone ou n'importe quelle matière. Donc, ça peut être du bois, ça peut être de la céramique, ça peut être du verre, enfin tout ce qu'on peut faire, voilà. Et il y a les Suédois, donc les Suédois qui sont assez ouverts quand même sur le sujet au niveau de la normalisation, parce qu'ils ont aussi apporté d'autres sujets. Se sont dit qu'il y avait quand même pas mal de problèmes. Donc c'est les proctologues suédois qui sont montés au créneau, qui sont allés voir l'agence de normalisation suédoise. Ils ont dit ben voilà, aujourd'hui on a recensé quand même pas mal de problèmes. Les gens se mettent un peu n'importe quoi dans le vagin ou dans l'anus. Donc le problème est que il faut limiter ces problèmes. Voilà, donc ils sont arrivés. La Suède a dit ok, effectivement, on peut faire quelque chose, on peut faire un projet de norme. Donc la Suède a porté ce projet à l'ISO. Donc l'ISO, c'est l'Institut international de normalisation. Donc apporter le sujet à l'international. Et quand il y a un sujet qui est porté à l'international, ce sujet doit être ensuite validé et traité par l'ensemble des pays membres de l'ISO. Donc nous, la France, on est pays membre de l'ISO, ce qui fait que moi, ma petite casquette de chef de projet, je suis allé toquer à la porte de chez Monsieur Dorcel, Passage du Désir, et de certains laboratoires aussi qui vont garantir la qualité des produits et évaluer la norme. Donc on a fait une réunion de lancement de projet. Moi, j'aurais expliqué ce qui allait se passer à l'ISO. J'aurais laissé le choix de suivre ou non le projet. Donc, en fait, il n'y a pas d'obligation. Mais par contre, moi, l'obligation de l'AFNOR, c'est d'avertir au maximum les acteurs du marché sexuel pour leur dire il y a une norme au niveau international qui est en train de se faire. Donc, vigilance, ce serait bien que vous y soyez. Et suite à ça, j'ai eu Dorcel, j'ai eu aussi Passage du Désir, j'ai eu 2 ou 3 laboratoires qui ont suivi le projet, et on a suivi le projet de normalisation internationale qui était piloté par les Suédois. Ce projet-là, il a été lancé, donc moi je suis arrivé en 2019 à l'AFNOR. Je suis arrivé, moi c'était mon premier sujet, donc je me disais le sujet des sextoys, c'est un sujet un petit peu tabou, on sentait un peu de réticence. Mais moi j'aurais dit non, mais moi ça me dérange pas. En fait, je vois pas pourquoi aujourd'hui on se pose des questions pour les sextoys. Des fois, voilà, on va se dire, attends, les sextoys, pourquoi on va normaliser ça, etc. Alors que derrière, on fait des normes pour les tutus pour enfants, en fait. Et c'est exactement pareil. Ça reste un jouet sexuel pour adultes. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un gage de qualité. Donc, moi, j'ai averti les membres de la commission du marché français, donc Dorcel et compagnie. Et on a ensuite suivi ces travaux de normalisation pilotés par les Suédois. Donc ça, c'était en 2019, donc avec le lancement de la commission. Et la norme, elle a duré environ 18 mois pour se rédiger. Donc c'est des allers-retours de projets. Donc il y a un premier projet, c'est un brouillon qui est lancé par les Suédois. Et nous, après, chaque pays membre de l'ISO apporte ses commentaires sur ce projet-là. Donc c'était quand même assez intéressant parce que au final, le projet traitait plusieurs aspects, donc par exemple la taille. En fait, un sextoy entre l'anus et le vagin, ça n'a pas les mêmes dimensions. Aussi par rapport à la qualité du silicone, donc il y a vraiment des normes de silicone qui sont mises en place. Par rapport aussi à l'utilisation, alors bon après voilà, ça reste assez simple, mais par contre il faut le marquer aussi sur l'étiquette et de l'emballage, et par rapport aussi au nettoyage, vraiment à la gestion du produit, pas le laisser traîner, pas le laisser dans des endroits sales, parce que ça peut paraître évident, donc il y a certaines personnes qui vont faire attention, qui vont prendre les meilleurs produits, etc. Mais pour d'autres, en fait, ils vont prendre les premiers produits venus et ils vont pas faire gaffe, ils vont le laisser traîner, etc. Et il peut y avoir vraiment des dangers pour la santé. Est-ce que tu peux nous faire le portrait de l'objet sexuel de qualité ? C'est quoi à partir de quel moment on applique le mot qualité à un produit comme celui-ci ? Alors vraiment un objet pour moi de qualité, avec ma casquette AFNOR, c'est un objet qui fait plaisir avant tout. C'est vraiment le plaisir avant tout, parce que au final, si on utilise un sextoy
qui est pas de qualité, le lendemain on va avoir mal, on va peut-être avoir des boutons, on va peut-être être irrité, etc. Donc pour moi, la première chose de la qualité, c'est le plaisir. Alors effectivement, pour un chef de projet en normalisation, c'est pas assez ingénieur, on va dire. Parce que le plaisir, pour moi, ça reste quelque chose, on va dire, au feeling. Mais alors, pour évaluer cette qualité-là, il y a plusieurs mesures qui sont prises en place. Il y a le silicone, donc on va évaluer la qualité du silicone. Donc déjà par rapport à ça, il y a eu beaucoup de normes qui ont été mises en place par rapport au silicone dans la peau, etc. Donc là on va reprendre des normes qui existaient déjà pour les appliquer ensuite aux sextoys. Après par rapport à la qualité, c'est par rapport à la taille. Donc il y a des sextoys qui sont aux normes et puis il y a des sextoys qui seront hors normes. Donc les hors normes, forcément, ce sera vraiment des gros sextoys et ceux-là ne rentreront pas dans les normes. Donc encore une fois, sans jeu de mots. Et après, par rapport à la qualité, c'est aussi sur comment on peut l'évaluer. C'est par rapport à l'hygiène, donc l'entretien qu'on peut y apporter, etc. Donc le nettoyage, l'endroit, le mettre au sec, ne pas le laisser traîner dans un évier, pas le mettre à la portée des enfants. Tout ça, c'est écrit dans la norme. Ouais. Ouais. Après, par rapport aussi à la qualité, donc d'où l'importance d'avoir tous les acteurs du marché, parce que moi j'ai dit qu'il y avait Dorsel, Passage du Désir, donc des fabricants, des distributeurs aussi de sextoys, mais il y a aussi les laboratoires, parce que eux, les laboratoires, c'est eux qui vont venir mettre leur tampon, leur avis pour dire que ces sextoys-là sont conformes à la norme. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sextoys qui sont fabriqués pas en France, donc beaucoup en Asie. Et ces sextoys-là, en fait, avant qu'il y ait la norme, les sextoys arrivaient aux douanes européennes et étaient soumis à la DGCCRF, donc le département des douanes. Donc quand un conteneur arrivait, notamment avant la Saint-Valentin, ça arrivait qu'il y avait vraiment des gros contrôles pour ces sextoys-là. Alors que maintenant, en fait, un importateur de sextoys peut, d'entrée de jeu en Chine, donc avec un laboratoire français qui se trouve en Chine, faire une preuve de conformité pour que le sextoys ensuite arrive à la douane française, ou européenne je veux dire, et puisse passer sans refaire des gros tests. Et le fait d'avoir une norme, ça permet d'éviter d'avoir des tests qui sont trop complexes et aléatoires en fait en fonction des personnes. La norme, c'est un standard et ça permet justement de dire est-ce que ce produit-là rentre dans une catégorie, oui, non, s'il y rentre, pourquoi, et etc., etc. Alors qu'avant, c'était vraiment de manière aléatoire. Chacun avait un petit peu son petit sextoys, quoi, ces petites normes, ces standards. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose d'international. Donc après, il faut savoir qu'en fonction de chaque personne, on a tous des attentes particulières. Donc moi, demain, si je veux un sextoys un peu plus gros et qui soit hors norme, je peux quand même l'acheter. Mais par contre, je m'engage je sais qu'il je prends un risque en fait. Je prends un risque peut-être à ce qu'il reste coincé ou etc. Je sais pas. Enfin, il y a plein de risques. Peux-tu nous partager une anecdote, ou même plusieurs, sur ton métier, sur ce que tu as pu vivre, rencontrer dans ce cadre-là ? Mais une petite anecdote qui est assez marrante, c'est la première réunion, donc j'ai fait la réunion de lancement du projet. Il y avait des acteurs qui étaient là, je sais plus qui c'était, mais ils m'ont dit ah mais quand même une fucking machine, on sait comment ça marche, hein, ça fait des allers-retours, on n'a pas besoin de faire une norme pour montrer comment ça marche. Eh ben si en fait, justement je lui ai dit mais si la fucking machine, alors je savais pas ce que c'était, hein, mais il m'a dit voilà la fucking machine. Tu peux nous le définir ? La fucking machine, je crois que c'est une machine qui est sur pied et avec un sextoys au bout et qui fait des allers-retours via un système mécanique. Et en fait, il y a dedans système mécanique. Qui dit système mécanique dit électricité, ou alors ça peut être aussi de manière manuelle. Mais par contre, sur la fucking machine, on met quand même un god. Et je lui ai dit au mec, si, effectivement, la fucking machine, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'un manuel d'utilisation, mais pour certaines personnes, des fois, c'est pas non plus inné. Donc ça, c'est la petite anecdote. Après, d'autres anecdotes.
J'ai pas eu de chance sur le sujet parce que ça arrivait juste avant le Covid, donc normalement j'aurais dû avoir des réunions à l'international, donc j'aurais dû rencontrer aussi d'autres fabricants de sextoys, découvrir d'autres personnes en lien avec ce projet-là au niveau international. Donc j'ai vraiment pas eu la chance de découvrir ça. Par contre, j'ai eu la chance de travailler avec Dorsal. Et pour moi, Dorsal, c'est vraiment une boîte qui respecte et qui a un gage de qualité par rapport à l'utilisation par rapport à leur vente de sextoys. Et puis j'imagine que tu n'as pas encore fini de travailler autour de ces thématiques-là, donc peut-être que tu auras l'occasion de travailler avec des entreprises internationales comme tu l'évoquais là, non ? Ouais, effectivement, l'idée, donc une norme, là, elle est publiée, cette norme-là, donc elle est publiée au niveau international et au niveau français. Après, cette norme-là, elle va être révisée. Donc une révision de norme, c'est une fois tous les 5 ans, la norme, on la repasse en revue. On dit, peut-être qu'avec peut-être que les gens ont marre d'avoir quelque chose de 15 cm et peut-être qu'on va passer à 18 cm, je sais pas, donc on va peut-être changer les diamètres. Donc effectivement, moi j'ai encore du suivi de projets là-dessus. Et après, c'est peut-être aussi de travailler, de conseiller aussi les autres fabricants au niveau international qui me posent des questions. Parce que cette norme-là, elle s'applique uniquement aux God Sex Toys en silicone. Mais par contre, tout ce qui est céramique, en bois, en verre, et tout ce qu'on m'a proposé, ça rentre pas dans la norme. Et peut-être qu'on peut aussi, pourquoi pas, faire une norme pour régir et entretenir la qualité de ces différents produits. Donc ça peut se faire au niveau français, ça peut se faire aussi au niveau international. Ensuite, pour l'anecdote aussi, moi à la FNOR, je suis arrivé... ils m'ont appelé Monsieur Sextoys, quoi. Donc c'est un sujet qui nous colle un peu aux fesses, quoi. Hein. Donc c'est assez marrant. Bon, tout le monde rigole, mais bon, après au final, de normer des sextoys ou des tutus pour enfants ou des boulons de 8, au final le principe est le même. Hein. On réunit du monde autour de la table et on essaie de trouver le meilleur moyen pour faire quelque chose de qualité et qui puisse fonctionner en temps. De quelle manière ces normes sont définies ? Quelles sont les questions que vous vous posez ? Est-ce que ces normes sont construites à cause de problématiques qui sont existantes ou alors elles apparaissent comme ça Il y a un peu des deux. Il y a des normes qui apparaissent avec des problématiques. Donc là, la problématique, c'était en lien avec les proctologues suédois qui avaient marre que tout le monde se mette un peu n'importe quoi dans le corps, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu dire un sextoy c'est ça, un sextoy ça c'est tant de centimètres, pour le vagin c'est tant, pour l'anus c'est tant, la qualité du produit c'est tant. Donc là on est parti vraiment d'un problème. Donc là c'est un problème qui a été mis en avant et donc on a appliqué une norme. Après des fois on n'est pas obligé d'avoir de normes suite à un problème, mais par contre on peut avoir une norme sur quelque chose de nouveau, un nouveau produit qui arrive. Donc je sais pas, demain peut-être dans le sexe on aura un nouveau produit qui va arriver qui sera complètement pas du tout réglementé, mais par contre on pourra se dire, réglementé et normé, et là ça peut arriver, on peut se dire ce sujet là on va le normer et on va en faire quelque chose de bien pour pas qu'il y ait d'abus en fait. Si ça ne doit pas dépasser 30 cm, ça ne dépassera pas 30 cm. Voilà, ça permet de cadrer un peu le marché et pour pas se retrouver avec n'importe quoi. Tu es dans cet univers depuis 2019. As-tu vu une évolution dans ces fameux sextoys, une évolution des matières, une évolution... Alors tu me parles du silicone, mais peut-être des formes, des couleurs, peut-être que ces objets ne sont plus que pénétrants. Je sais pas, est-ce que le sextoy évolue au fil des années et si oui, de quelle manière ? Alors moi, la mauvaise joie du télétravail et des visios, c'est que j'ai pas pu toucher de vrais sextoys suite à ces réunions de normalisation, vu qu'on était toujours en visio. Alors j'en ai vu passer derrière les écrans, hein, mais en fait j'ai pas eu trop de regard technique là-dessus. Donc moi je suis un peu frustré par rapport à ça parce que je pense que aujourd'hui le sextoy il est normé, mais la norme elle va évoluer, elle sera par la suite différente. Je pense que les objets au bout d'un moment je pense qu'on se lasse d'avoir quelque chose de rectiligne, peut-être qu'on a envie d'avoir un truc un peu plus
un peu plus tordues. Et là, ça fera peut-être l'objet d'une révision de normes. Mais moi, j'ai pas vu de ma fenêtre de chef de projet des nouveaux produits qui arrivaient sur le marché. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu souhaiterais répondre ? Et puis sinon, quel est ton mot de la fin ? Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, sur peut-être Instagram ? Voilà. Mais par rapport à ce sujet-là, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn avec l'AFNOR. Donc vous pouvez aussi retrouver la norme ISO 3533. Ah là, je vous ai peut-être fait peur. 3533, c'est pas les tailles, hein, mais c'est le numéro de la norme. Donc vous pouvez la retrouver aussi sur le site de l'AFNOR. Vous tapez norme AFNOR Sextoy, vous allez vite trouver. Après moi, sur LinkedIn, Étienne Hubert, chef de projet AFNOR Normalisation. Après, peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est que moi je trouve que le sextoy, peut-être on en a un peu parlé, c'est quelque chose qui reste encore vraiment tabou. Et moi en fait, je me rends compte quand j'en parle, des fois il y a des gens qui me disent qu'est-ce que tu fais comme métier. Alors je leur dis je fais de la normalisation, ils comprennent pas. Et je leur dis, mais la normalisation, vous voyez, c'est le principe de trouver un consensus autour d'une table, sur un sujet qui est bien défini, régi par un gouvernement ou par un État, etc. Donc là, les gens, ils sont perdus. Par contre, quand je leur dis, en fait, moi, je fais des standards pour les sextoys, alors là, direct, ils comprennent. Ils disent, ah ouais, alors du coup, les standards, c'est quoi ? C'est les tailles, etc. Et du coup, là, ils ont tout compris. Donc, ce qui est marrant, c'est que le sextoy, ça permet de vulgariser un petit peu la norme et ça permet de rendre... Pour moi, c'est un bon outil de communication pour la normalisation, le sextoy. Parce que, et en fait, au final, je me rends compte que peut-être une personne sur 3, 4, je sais pas, j'ai pas les statistiques en tête, mais à chaque fois quand j'en parle, il y a des personnes qui disent « Ah ouais, moi j'ai un sextoy, je m'en sers, j'aime bien ». Et alors que si j'avais pas parlé de ça, personne me l'aurait dit qu'ils avaient des sextoys chez eux. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, on est encore trop fermé sur trop pudique sur le sujet, alors qu'en fait, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Sin Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.